Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce troisième et dernier webinaire du cycle La Terre Crue en logement collectif qui est organisé par Envirobat BDM et les grands ateliers avec le soutien de nos partenaires, l'ADEME, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la Culture. Ce cycle est organisé en lien avec le Material Award, prix mondial des architectures contemporaines en terre crue, en pierre et en fibre végétale. Je suis Nicolas Guignard, directeur adjoint d'Envirobat BDM. Envirobat BDM est une association qui regroupe des professionnels de la construction et de l'aménagement durable en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis accompagné aujourd'hui de Marina Poli, et de Louise Lemoine des Grands Ateliers, que j'invite à se présenter. Bonjour, Marine Apoli, je suis chargée de projet aux Grands Ateliers. Bonjour, Louise Lemoine, responsable des événements et de la formation continue aux grands ateliers. Je suis aussi coordinatrice du Materia Award 2025. Merci Nicolas pour cette introduction. On est ravis de partager ce moment encore une fois ensemble et puis pour la dernière fois pour ce troisième webinaire. Merci aussi aux intervenants d'avoir joué le jeu aujourd'hui avec nous. Le Materia Award, pour un petit mot, donc les grands ateliers comportent avec Amaco ce prix depuis 2016. C'est pour nous l'occasion de mettre en lumière des projets exemplaires qui mettent en œuvre de la terre crue, des fibres végétales et de la pierre. Donc pour nous, c'est important voilà, de le faire au-delà du prix, de pouvoir organiser des événements autour de ces projets exemplaires comme celui d'aujourd'hui. Ravi d'être ici et puis bon webinaire à tous et à toutes. Merci. Alors, pour terminer ce cycle, nous allons découvrir aujourd'hui le projet Terre et Ciel à Bagneux. Il s'agit d'un bâtiment de 42 logements en accession qui a été livré en avril 2024 sous maîtrise d'ouvrage du groupe Gambetta. Pour nous parler de ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Thomas, qui est architecte associé au sein de l'agence TOA Architecte, basée à Montreuil, et Adrien Poulain, associé co-gérant de la SCOP, les grands moyens, qui est basé à Pantin. Alors, Pascal et Adrien, on vous passe la parole. Alors, le bâtiment fait partie d'une ZAC qui a été programmée à Bagneux pour faire 42 logements. Et c'était des couples architectes, architectes promoteurs. Et chaque couple devait amener un matériau éco-responsable ou avoir une démarche particulièrement éco-responsable. C'était une des conditions voilà, d'entrer dans le jeu. Et comme avec TOA, nous avions déjà fait le groupe scolaire Makeba à Nanterre en Pisé, sur une conception un peu pareille, dans le sens où c'était une structure béton remplie de pisé. On a proposé à Gambetta d'y aller avec de la terre crue. Alors, donc c'est parce que c'est un matériau qu'on connaissait, donc on n'avait plus peur. Et donc on est parti là-dessus. Et on a proposé ça avec Gambetta. Gambetta nous a soutenus dans ce choix-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à gagner, à rentrer dans le jeu de cette ZAC qui était en co-conception. Voilà, donc on était sur une parcelle en co-conception avec, c'est l'équerre d'argent de cette année d'ailleurs, qui est juste, c'est ce qui était sur la même parcelle que nous, en fait. Et donc, on a mis au point ensemble le projet, et le parking, les accès, etc., l'urbanisme général. Voilà. Donc, dans la conception du bâtiment, c'est un bâtiment de logement, 42 logements. Il est fait en, entièrement en coursive extérieure, parce qu'en fait, ça vient directement de la conception de la terre, parce qu'on a besoin d'être protégé on a besoin d'être protégé de la pluie, et donc de faire des coursives et des balcons qui font tout le tour du bâtiment. Ça permettait à la fois de gérer des espaces extérieurs pour les bâtiments, pour les acquéreurs, mais aussi des protections pour la terre crue.
Et de là est partie cette idée de faire le tour du bâtiment avec des grands balcons et des grandes coursives. Donc, c'est un bâtiment entièrement en coursive. Et donc, sur l'îlot intérieur et à l'ouest, vous avez que des extensions des bâtiments, des balcons pour les appartements. Les appartements sont donc tous traversants entre la coursive est et les balcons à l'ouest. Et, c'est ça qui nous a donné l'image générale du bâtiment. Après, les plans sont très simples. Vous avez un hall en bas qui traverse tout le bâtiment, qui dessert une cage d'ascenseur escalier, qui dessert les coursives, et ensuite, les gens se baladent sur les coursives et rentrent dans leurs appartements. Voilà. Comme on avait commencé la terre à Makeba, on a essayé de mettre un maximum de terre à l'intérieur des logements pour essayer de bénéficier de son inertie thermique et de sa régulation hygrométrique. Donc on a trouvé la cloison du salon, on a réussi à le maintenir à l'intérieur et à amener de la masse de terre à l'intérieur des logements. Voilà. Alors ça demandait beaucoup d'investissement de la part des promoteurs. D'abord les coursives, les promoteurs, ils n'aiment pas trop parce qu'on perd les 10%, donc la rentabilité diminue, en calcul en tout cas. Et ensuite, il faut amener des gens qui soient motivés pour vivre avec de la terre, parce que c'est quand même un engagement aussi de la part des gens. Mais ils ont trouvé plein de gens qui étaient tout à fait motivés pour vivre à l'intérieur de la terre. Vous avez à l'écran, vous avez quelques calculs. Vous avez la SDP, le coût du bâtiment qui s'est affiché. Donc c'était 4 930 pour environ 3000 m² de SDP. Voilà, donc c'est un matériau qui est intéressant par sa matière, je trouve. C'est-à-dire que dans ce monde technique, le fait d'avoir un matériau naturel et, un peu archaïque, mais au bon sens du terme, en mise en œuvre, ça donne un espèce de souffle nouveau dans le bâtiment qui est vachement intéressant, je trouve. Moi, j'ai trouvé. Alors, pour les chiffres, on reprend le coût général du bâtiment. Vous avez environ 3000 m². Ensuite, vous avez les surfaces de terre, leur volume et leur prix. Donc, on voit que la terre, c'est un sujet, c'est quand même un matériau qui reste luxueux. Je vais mettre des guillemets dessus parce qu'il est quand même cher. Il est à 562 € par mètre carré, hein. C'est le prix auquel il est sorti là-dessus. Mais c'est un coût luxueux, mais qui est aussi un coût parce que, bon, mais c'est Adrien qui en parlera, parce qu'il y a derrière, il y a tout il y a besoin de main-d'œuvre pour le poser, pour le produire. Il y a toute une philosophie de production et de mise en œuvre qui explique ce coût-là, en fait, hein. Derrière ce coût-là, il y a quelque chose je trouve, très intéressant. Dans la conception générale du bâtiment, vous avez, alors c'est une structure béton. La structure béton est remplie avec des briques d'adobe. Les briques d'adobe, elles viennent de la briqueterie de Wulf. Donc elles sont passées à l'intérieur de la machine qui fait les briques. Donc elle fait un espèce de grand boudin rectangulaire. C'est coupé après au fil métallique. Et au lieu d'aller au four, c'est séché à l'extérieur. Voilà. Et après, c'est livré sur le chantier. Là, vous voyez sur le plan les éléments en marron, en terre, couleur terre, c'est les éléments qui ont été pris dessus, qui ont été réalisés effectivement en terre. Donc vous voyez les cloisons des salons qui ont été faites en terre ici. Il y a très peu d'accédants, d'acquéreurs qui ont refusé d'avoir de la terre dedans. Donc voilà, après, dans l'archi du bâtiment, vous avez du béton brut qui va se marier, moi, je trouve esthétiquement très très bien avec la terre crue. Et ensuite, vous avez une structure de coursive et de l'eau, hein, qui est gérer l'eau, c'est sans doute le plus important sur le projet. C'est-à-dire que c'est un produit qui est très intéressant pour sa consommation de CO2. L'énergie grise de production est très très faible. Mais par contre, en mise en œuvre, il faut faire très attention à la gestion de l'eau sur le chantier. Ça nous a causé beaucoup de problèmes. On y est finalement arrivé.
Et c'est vraiment le clé de la construction, c'est vraiment ça, c'est gérer l'eau à l'intérieur du chantier et lors de la construction. Ensuite, l'architecture est très simple, hein, c'est du béton brut et des portes en bois, voilà, et des matériaux, on essaie de garder le plus naturel possible. Je mets des guillemets dessus parce qu'il y a toujours les traitements nécessaires. Voilà, vous avez une idée de la façade et du remplissage. Alors, le remplissage béton, le remplissage de la structure béton, bah, ça permet de passer tous les problèmes d'assurance et de bureau de contrôle, hein, qui sinon, en porteur pour quelque chose comme ça deviendrait, à mon sens, très compliqué. On va y arriver un jour, hein, mais là, pour l'instant, c'est très compliqué au niveau des textes et de la réglementation. Donc, le fait d'avoir une structure béton et de faire du remplissage, ça sécurise un peu tout le monde. Autant les promoteurs sur le côté patrimonial de leur bâtiment que sur les assureurs, sur le côté éventuellement sinistre qui pourrait advenir dessus. C'est un point de conception qui est vachement important parce que beaucoup des problèmes viennent de là, en fait. Des problèmes qu'on a à utiliser les matériaux comme la terre ou les matériaux éco-responsables dans le bâtiment viennent d'un problème réglementaire, en fait, hein, réglementaire et assurantiel. Et donc, la plupart des batailles, pour moi, en tant qu'architecte sur le chantier, ça a été ça, hein. Ça a été de maintenir tout le monde dans quelque chose de normal, de courant, de ne pas surprotéger ou de pas créer des problèmes qui n'existent pas, et donc d'aggraver les choses, parce que très vite, comme c'est des matériaux, on a perdu les textes dessus, tout le monde part dans ses intentions, dans ses délires, et ça peut des fois presque bloquer le bâtiment, hein, si on va trop loin. Voilà, donc après menuiserie bois, l'azuré clair, naturel, avec du béton et puis après de la maille métallique qui permet de faire les garde corps. Là, vous avez le principe de fonctionnement des murs, c'est-à-dire que les murs sont doublés à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la terre, dans ces épaisseurs-là, n'est pas meilleure que le béton, hein. Donc, pour passer les calculs thermiques réglementaires, il faut les isoler. Donc, on l'a isolé avec des vêtements, des isolants en vêtements recyclés. Et puis après, une plaque de plâtre et un pare-vapeur, dont voilà, un pare-vapeur qui laisse passer la vapeur. J'ai jamais bien compris avec les ingénieurs, mais parce que le danger de la terre, c'est de pas bloquer l'eau à l'intérieur la vapeur d'eau à l'intérieur du mur pour pas qu'elle condense. Et donc, il faut absolument que la vapeur d'eau puisse se balader de dedans à dehors. Et donc, du coup, on a des pare-vapeurs qui laissent passer la vapeur. Là, vous voyez au fond l'écart d'argent de cette année et puis ce qu'on peut voir de la coursive. Voilà une façade. Bon, donc là, vous retrouvez les principes constructifs avec les coursives, la gestion de l'eau, le mur en terre, en adobe avec l'isolant et puis la plaque de plâtre à l'intérieur. Voilà à l'intérieur la cloison du salon qu'on a maintenu en terre crue, en briques d'adobe. La partie basse est faite avec des briques qui sont cuites, de façon à ce que l'eau de lavage, de nettoyage ne vienne pas dégrader les bas des murs. Et ensuite, on a les briques d'adobe avec l'angle qui gère la relation avec le plâtre. Et au-dessus, vous avez une équerre métallique euh, qui permet de garantir la stabilité de la cloison. Pour ma part, bon, Adrien n'est peut-être pas d'accord avec moi, c'est un peu une équerre politique, j'appelle ça, parce que on a du mal à justifier les calculs et donc du coup, des fois, on surcharge les précautions en fait de stabilité en fait. Mais en même temps, ça permet à la Terre d'exister, c'est-à-dire d'avoir les autorisations pour pouvoir la mettre en œuvre. Et voilà pour ma part. Adrien, si tu veux prendre la parole. Oui, Ouais. alors, excuse-moi, mince, peut-être Pascal, juste il y avait une question d'une personne qui demandait si on pouvait zoomer un petit peu sur les coupes. Alors, je ne sais pas si dans l'affichage c'était possible. Bien
bien sûr. Mais voilà, je ne veux pas poser de difficultés techniques sur le partage d'écran et sur l'affichage. Voilà, juste je me permets, hein, parce qu'il y avait cette question qui était vraiment sur cet aspect-là. Je sais pas si ça suffit, mais Super, éventuellement peut-être un tout petit peu plus, mais un tout petit peu ouais, plus. est-ce que vous souhaitez peut-être détailler un tout petit peu la composition, les détails techniques Alors, on a la coursive en béton. J'insiste sur la gestion de l'eau parce qu'en chantier, c'est vraiment le principal problème qu'on a eu. C'est-à-dire que le mur en terre craint énormément l'eau qui viendrait par le dessus, en fait. Pas du tout l'eau de pluie, en fait, hein. Très peu l'eau de pluie, en fait. Si elle est correctement protégée, ça marche très très bien. Mais l'eau qui viendrait par le dessus ou par l'infiltration par le dessous, ça dégrade très très vite les murs. Donc on s'est trouvé dans un paradoxe où il fallait construire le mur en terre, que le bâtiment devait être étanche, mais il n'était pas. Parce que tous les lots sont en cours de réalisation et de finition, en fait. Donc, euh, donc la gestion de l'eau, le béton, ici, donc vous avez l'isolant bon, c'est pas de la ouate de cellulose finalement, hein, ça a été varianté c'est le produit de Saint-Gobain là, en vêtements recyclés. Et puis vous avez la part vapeur et un BA13. Voilà. Et les ingénieurs n'ont pas voulu faire de lame d'air, hein. C'est très contre-intuitif, mais la lame d'air posait des problèmes en fait. Plus de problèmes que de ne pas en avoir du tout. Voilà, voilà, pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Ça va? Oui, merci. Bon, on pourra y revenir s'il y a des questions un peu plus Mm. précises pour la partie échange. Merci, Pascal. Alors, Adrien, on switch sur votre présentation. Ouais, vous voyez bien, c'est bon? Parfait, merci. Très bien. Bon, mais bonjour à tous. Donc, effectivement, Adrien Poulain, associé cofondateur des Grands Moyens. Juste pour revenir en deux mots là sur d'où je parle. Du coup, les Grands Moyens, conception et construction, c'est un groupement coopératif qui réunit deux entités. Donc, les Grands Moyens Conception, qui est une agence d'architecture où on conçoit des bâtiments bioclimatiques à partir de bois, de pierre, de chanvre, de paille, de terre, etc. et de bambou. Et puis également une entreprise donc aussi coopérative, les Grands Moyens Construction, avec laquelle on est spécialisé en maçonnerie terre crue, donc pisé, enduit, torchis, etc. et briques de terre. Et également isolation paille, donc on fait du neuf et de l'ITE, donc pour de la réhabilitation. On intervient principalement en Île-de-France et sur des échelles qui vont de la maison individuelle au logement collectif, en passant par les équipements publics, etc. Donc voilà, donc sur ce projet, on est intervenu en tant que les Grands Moyens Construction avec cette casquette. On est intervenu dans le projet en mai 2022. On a remporté l'appel d'offres pour le lot terre crue, grâce notamment aussi à BETR, à qui j'aimerais rendre hommage, qui a fortement insisté auprès de la maîtrise d'ouvrage pour nous faire passer face aux entreprises non spécialisées. Et je pense qu'il a fait le bon choix. Donc voilà, donc effectivement, cet immeuble de 42 logements, 7 niveaux, on a vu, en structure porteuse, poteaux dalle béton, avec ces trois façades remplies en briques de terre et qui sont isolées par intérieur en coton recyclé. Donc ça représente 460 mètres carrés de murs de façade en double appareillage de briques extrudées et 90 mètres carrés de cloisons intérieures en simple appareillage. Donc ça en fait le plus grand immeuble de logement en terre crue non stabilisé en France aujourd'hui. Donc si on regarde un petit peu les aspects environnementaux, ce bâtiment il affiche des performances thermiques RT 2012 moins 20%. L'utilisation de la terre, elle sert surtout à la décarbonation de la façade, au-delà je dirais, de l'aspect manifeste, de mettre de la terre en façade. C'est surtout, ça permet effectivement de se passer de béton et de plaques hostiles à l'intérieur. Et donc, en faisant un petit calcul rapide en interne, on s'est aperçu que ça permettait d'économiser 13 tonnes d'émissions de CO2. Donc 13 tonnes d'émissions de CO2 en moins par rapport, ça fait 2 fois moins que son équivalent conventionnel en voile béton pour la façade et en plaque hostile pour les cloisons intérieures. Bon, après, c'est des chiffres qu'il faut, je pense, prendre avec des pincettes. C'est probablement, je dirais, beaucoup plus d'émissions en moins, sachant quand on sait comment sont construites les fiches IGNIS, enfin les fiches FDES dans les bases de données IGNIS.
Donc, la brique de terre ici, elle participe aussi au confort d'été extérieur, quoi, parce que finalement, grâce au phénomène de faible effusivité de la terre et de l'hygroscopicité, ça permet d'abaisser la température ressentie sur les balcons et sur les coursives, parce que finalement, les murs en terre vont prendre beaucoup moins, vont capter plus de calories, mais pas les réémettre, pas réémettre cette chaleur au corps humain par rapport à un mur en béton. Et puis elles servent également le confort intérieur, Pascal en a un peu parlé, parce qu'elles permettent de régler l'hygrométrie intérieure, enfin elles régulent le taux d'humidité intérieure en essayant de le ramener à environ 50%, ce qui est le pourcentage, enfin le taux le plus propice à la vie humaine. Elle sert également l'acoustique, parce que donc, la brique elle est microporeuse, elle est très rugueuse, donc sa surface va permettre d'atténuer les effets de réverbération du son, contrairement aux surfaces toutes lisses comme on a l'habitude en placo, etc. Et puis également le olfactif, parce que on a tendance à dire que la terre crue capte les mauvaises odeurs. Voilà, alors donc du coup, pour parler un peu plus du matériau lui-même qui a permis de construire ce bâtiment, c'est une brique extrudée qui provient de la briqueterie de Wulf, qui se trouve en Picardie, à Allonne, à environ 90 km du chantier. Cette terre, c'est une terre de carrière, qui provient de la carrière de la briqueterie, qui est environ à 10 km de la briqueterie. Donc, elle est acheminée par camion jusque là-bas, enfin jusqu'à la briqueterie. Ensuite, là, elle est malaxée, amendée avec un petit tractopelle, et puis elle est chargée dans une vis sans fin qui achemine la terre jusqu'à cette extrudeuse qu'on voit sur la photo de gauche. L'extrudeuse, elle va compacter la terre et elle va la faire sortir, comme disait Pascal, sous forme de boudin parallélépipédique, et qui progresse comme ça sur le tapis qu'on voit, et qui est découpé en fait tous les 5,5 cm par des fils à beurre, tout simplement. Et chaque opérateur, enfin l'opérateur va prendre chaque brique et les mettre sur des racks. Ces racks, ils vont être entreposés sous des hangars que vous voyez à droite pendant 3 semaines pour séchage naturel. Et alors, comme c'est aussi une briqueterie qui fait des briques de terre cuite, il peut arriver qu'ils puissent accélérer le séchage en mettant à l'arrière de leur four de briques cuites ces adobes, enfin ces briques extrudées, pour accélérer le séchage. Donc là, on passe à 1 semaine de séchage. Et donc, ça a été le cas parce que notre chantier avait une cadence assez importante. Et pour eux, c'était vraiment beaucoup de briques à produire. Donc, on a dû accélérer un peu de cette manière-là. Alors, l'entreprise de Wulf, a plus de 100 ans d'existence, elle est labellisée patrimoine vivant. Donc, les chaînes ne sont pas du tout automatisées, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment beaucoup de travail mécanique et beaucoup de travail humain. Et on a mis en place avec eux quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que toutes les chutes de briques et les surplus du chantier, les surplus de briques du chantier, on leur a renvoyé à la briqueterie par camion, et puis elles ont été réinjectées dans la chaîne de production pour produire de nouvelles briques. Donc elles ont été rebroyées, on a remis de l'eau, etc. Et puis ça c'est reparti dans des nouvelles, voilà, pour une nouvelle vie. Et donc là, on est quand même en présence d'un phénomène d'économie circulaire, quoi. Enfin, contrairement à beaucoup de choses qu'on entend parfois. Du coup, voilà. Et pour eux, c'était un des plus gros chantiers qu'ils avaient jamais approvisionné, quoi. Alors maintenant, si on parle un peu de mise en œuvre, je vous disais, au total, 548 mètres carrés de murs de terre crue. Ça représente 71 000 briques à poser, soit 200 tonnes de terre. Donc on l'a vu, pour les façades, c'est des remplissages entre deux poteaux latéraux en béton, une talonnette en bas de 20 cm et puis une retombée de poutre en haut qu'on ne voit pas très bien sur l'image de gauche, mais parce qu'il y a les faux plafonds. Et donc c'est un appareillage flamand pour les façades, donc double appareillage. Donc on a une boutisse, deux paneresses, une boutisse, deux paneresses, etc. Et comme vous voyez sur l'image de droite, et ben, c'est croisé à chaque rang. Avec ces façades, on avait finalement 3 exigences sur lesquelles il fallait qu'on réponde. C'était la tenue mécanique, bien sûr, l'étanchéité à l'air et puis la protection à l'eau. Alors, la tenue mécanique, ces murs, ils sont retenus du déversement par en-tête des cornières, donc en inox en L. Des pattes de cisaillement avec des manchons qu'on voit sur la photo suivante, voilà, à gauche. Donc des pattes qui permettent à la fois d'accompagner le mur dans son séchage, dans son tassement, par ces trous oblongs qu'on voit, et puis également des manchons de décollement, donc qui permettent également la dilatation thermique du mur selon son propre système, parce que le béton et la brique de terre, enfin la terre,
n'ont pas les mêmes coefficients de dilatation. Donc il faut permettre quand même malgré tout ce mouvement, en même temps qu'on retient le mur, enfin que voilà. Et donc l'étanchéité à l'air, bah là, elle est assurée par la bande précomprimée qu'on voit sur la gauche, là, qui fait un peu la banane, là. Et bon, alors ça, c'est vrai que nous, on place assez peu d'espoir dans ces choses-là, hein. C'est des choses qu'on met entre les menuiseries et la maçonnerie. En général, moi je pense que la durée de vie, elle doit être de 15-20 ans à tout casser, et que le bâtiment, j'espère qu'il durera beaucoup plus longtemps. Donc il y a également des réservations en béton qui ont été faites dans le béton, dans les poteaux latéraux qu'on voit à gauche, sorte de petites chicanes là, dans lesquelles on a nous glissé du mortier. Et ça, c'est une sorte finalement d'étanchéité à l'air mécanique qu'on crée, parce que donc, pour éviter que l'air passe dans la fissure entre le béton et la terre, on vient l'empêcher, donc on lui fait faire des détours, donc ça ralentit quand même la vitesse de l'air et la progression de l'air à l'intérieur du bâtiment. Et ça ne bougera pas. Dans 100 ans, si le bâtiment est encore là, l'étanchéité à l'air sera encore là, quoi. Donc voilà, et puis en tête de cornière, enfin en tête de mur, ce sera plutôt la cornière métallique qui assurera cette étanchéité mécanique, quoi. Alors ensuite, le troisième point, c'est la protection à l'eau. Effectivement, vous voyez, donc, tous les murs ont des petites talonnettes en béton ou en briques cuites pour les cloisons à l'intérieur. C'est 2 rangs de briques cuites sur la rase de ces murs, on vient appliquer une peinture bitumineuse pour empêcher d'une part les remontées capillaires. Donc effectivement, s'il y a de la stagnation d'eau sur les balcons ou dans les logements, s'il y a une inondation ou un coup de serpillière un peu trop appuyé. Et puis, tac, tac. Et puis également le rejaillissement, bien sûr, de l'eau de pluie voilà, sur les balcons, notamment. Donc l'innovation ici, elle a été traitée, donc il y a pas d'ATEX, hein, on n'a pas fait d'ATEX pour ce chantier, on est passé en avis de chantier. La plus grosse difficulté, enfin je dis innovation avec des guillemets, hein, parce que ça fait quand même peut-être 2000 ans qu'on fait de la brique de terre, et du coup, on a dû justifier principalement la tenue mécanique des ouvrages, de ces ouvrages, des façades, vis-à-vis de la chute de personnes et notamment de l'aspiration, dépression du vent. Parce qu'effectivement, on monte jusqu'à R+6, donc les efforts sont plus importants. Et ce qui nous a valu quand même 145 pages de notes de calcul et 15 essais normalisés sur le matériau et sur la mise en œuvre, qu'on a donc cofinancé donc les grands moyens et la briqueterie de Wulf, donc eux sur la partie matériaux, nous sur la mise en œuvre. Voilà, bon, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'aventure. La durée du chantier, c'était 4 mois, plus 1 mois de réparation de dégâts des eaux, parce que comme Pascal l'évoquait, on a eu un mois de mai, un week-end où il a plu des trompes d'eau. On est revenu de week-end, il y avait 23 murs qui étaient dommagés. Donc ça a été un gros coup dur, effectivement. Pascal disait que il y avait un vrai paradoxe finalement, ouais, puis il y a un vrai point d'attention sur le hors d'eau, effectivement, parce que ces murs de terre viennent fermer la façade, donc viennent aussi d'une certaine manière créer le hors d'eau, et en même temps, on a besoin du hors d'eau pour maçonner. Donc c'est là tout le paradoxe. Voilà, donc et en termes de main-d'œuvre, c'était environ 40 maçons et maçonnes au total sur la durée du chantier, qui sont relayés en équipe d'environ 15 personnes. L'approvisionnement aussi, pour en dire 2 mots, c'était des semi-remorques qui quittaient la briqueterie, qui arrivaient sur le chantier, qui était dans une ZAC, donc c'est une ZAC extrêmement dense, donc ça n'a pas été simple, parce que les camions faisaient la queue devant les chantiers, parce qu'en face, on a un bâtiment à moins de 15 mètres de notre façade. Euh, et donc, à partir de ces camions, nous, on déchargeait tout. Il y a eu 300 palettes, ou non, peut-être 250. On déchargeait tout au transpalette, on les amenait jusqu'au monte-matériaux, et ensuite, le monte-matériaux qu'on avait fait installer là, sur toute la façade, et on venait amener ces palettes, ces 250 palettes, devant chaque mur, en passant par les coursives et en passant par toutes les portes. Et ça a été aussi un enfer, parce qu'avec une palette de 750 kilos, manœuvrer tout ça, ouais, c'est pas une sinécure. Mais voilà, ça a fini par se faire. Vous voyez la mise en œuvre des cloisons. On trouve la talonnette de briques cuites, effectivement. Bon, là, finalement, il n'y avait pas vraiment lieu d'être, c'était juste parce qu'il y avait une chape supplémentaire qui avait été coulée pour la talonnette de béton. Mais normalement, dans le reste, on n'a que des talonnettes de briques cuites et puis ces cornières en tête. Alors, effectivement, Pascal, tu as bien raison, je pense qu'on peut faire moins.
seulement en termes d'impact et puis de dimension des cornières. Seulement, les ingénieurs ne sont pas capables de le calculer aujourd'hui. Donc, on a été obligé de faire des tests au sac. Et c'est le test au sac qui nous donnait le feu vert sur la dimension de la cornière. Donc, c'est complètement empirique. Je trouve ça assez hallucinant. On ne puisse pas le calculer quand même. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas non plus pris trop de risques, étant donné qu'on était en cours de chantier, quoi. Donc, bon, voilà. Bon, probablement des choses à optimiser. Et donc, pour discuter un peu bah voilà, des difficultés aussi rencontrées, parce que c'est ça qui nous intéresse, un des points qui a été un peu complexe, c'est la pénurie de main-d'œuvre, hein, tout simplement, en Île-de-France. On avait très peu de maçons et de maçonnes à cette époque qui étaient formés et expérimentés. Donc, on est allé chercher nos équipes partout en France. On est allé en Bretagne, on est allé en Alsace, dans le PACA, dans le Rhône-Alpes. Enfin, c'était formidable parce qu'il y a une convergence des forces de la Terre qui se sont retrouvées en Île-de-France sur ce chantier. Voilà. Et puis, donc, une production de briques limitée, je vous disais, pour la briqueterie, c'était beaucoup de volume de terre à sortir en très peu de temps. Donc, rupture d'approvisionnement, ce qui n'a pas été simple pour nous de gérer en termes de cadence quand on a autant d'équipes. Et un petit peu de gel aussi. Ben, le chantier, au début, était prévu de décembre à février. Donc, on a dû forcément le décaler jusqu'en mars. Et puis, même en mars, on a eu finalement encore des gelées. Donc, ça s'est un peu décalé parce qu'on peut pas maçonner quand il gèle la nuit et en dessous de 5 degrés, quoi. Mais bon, ça vaut aussi pour le béton, parce que dans le béton, on met des adjuvants pour continuer à maçonner quand ça gèle. Voilà, et puis bien sûr, bah, comme je vous le disais sur le réglementaire, hein, les études et les tests qu'on ne fait pas sur les autres matériaux. Ici, la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas d'avis technique, bien sûr, sur la brique. Il n'y avait aucune donnée technique sur la brique. La briqueterie n'avait rien, parce que d'habitude, ils fournissent plutôt des chantiers de petites maisons, des choses comme ça, mais pas des immeubles. Donc pas de bureau de contrôle. Et puis, enfin, le dernier point, je dirais, c'est la dégradation des autres entreprises. Parce que quand même, on a été obligé de reprendre nos murs un nombre de fois incalculable à cause des coulures de béton, des résines d'étanchéité qui avaient giclé sur les murs, de la peinture on avait partout. Donc on a dû tout gratter, tout brosser, tout renettoyer, éponger, etc. Et c'est aussi ça la difficulté, je trouve, de ce projet, dans le sens où c'est formidable parce que finalement, on n'a qu'une couche qui fait à la fois le gros œuvre et la finition. Et moi, je trouve ça magnifique. Mais en même temps, en chantier, c'est pas évident, quoi. Parce que quand vous avez des promoteurs, des acquéreurs qui vous font la guerre pour quand il y a un petit trou dans la brique ou qu'il y a une éclaboussure de peinture, ben, pour l'entreprise, c'est pas simple, quoi. Et je dirais également, voilà, parler de ça, un chantier hors norme. Donc pour nous, ça a été finalement une manière de tester à grande échelle le modèle social des grands moyens, notre politique sociale, qui se résume notamment à la parité dans les effectifs. On était probablement le premier chantier de France professionnel à avoir autant de femmes que d'hommes sur le chantier. Donc ça, c'était quand même une première. Il a même fallu rajouter un bungalow pour la base vie, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et puis, égalité de salaire. On se paye tous associés comme salariés au même montant, peu importe les compétences, l'expérience, le niveau de responsabilité, etc. Une juste rémunération du travail. Donc on a les salaires des ouvriers sur le chantier et sur tous nos chantiers sont 23% supérieurs à celui du marché conventionnel, parce qu'il nous semble important de rémunérer la pénibilité, voilà, et le savoir-faire et la vie en Île-de-France. Et voilà, et intelligence collective également, on faisait des points toutes les 2 semaines avec les maçons, les maçonnes, pour voir comment faire mieux sur la sécurité, faire mieux sur la pose, aller plus vite, se partager les bonnes pratiques, quoi. Et enfin, insertion, on a pu, avec ce chantier, participer à la formation de 6 personnes réfugiées. Et je terminerai avec ce point, voilà, les enjeux pour la filière. Pour nous, c'était important de ne pas laisser ce chantier pilote, finalement, à l'époque, à une entreprise de BTP conventionnelle. Ça aurait été assez contradictoire, selon nous, avec le développement vertueux de la filière francilienne. Parce que la main-d'œuvre non qualifiée, sous-payée, le dumping, la stabilisation de la terre et bien sûr le risque de sinistralité élevé. Ça, c'est autant de préjudices finalement qui sont possibles quand on laisse ce type de lot à des entreprises non spécialisées. Et ça, on le voit vraiment tous les jours parce que les gens nous appellent quand il y a des problèmes. Et ça aurait pu décourager la filière. Notamment la maîtrise d'ouvrage ou même la maîtrise d'œuvre. C'est vrai que ça donne pas envie de se relancer sur un projet quand ça s'est très mal passé. Et ça, c'est pas du tout notre ambition pour le développement de la filière, quoi.
On pense au sein des grands moyens que l'éco-construction, c'est aujourd'hui une niche qui est bien trop petite aujourd'hui, malheureusement, mais qui deviendra la norme demain et qu'il est encore possible d'enraciner des bonnes pratiques qui soient plus vertueuses que celles du BTP actuel, parce que c'est aujourd'hui absolument effroyable sur le plan environnemental et humain. Et je terminerai avec ça, c'est qu'on a gagné la bataille de la communication, hein. Je crois que tout le monde aujourd'hui veut construire en terre, alors pour des raisons assez diverses. Mais maintenant, la bataille, la vraie bataille, ça va être celle de la réglementation. C'est qu'il faut mettre un pied dans la porte et plus l'enlever et y rester. Et puis également de développer des projets qui font plus de sens encore. Travailler avec des terres qui proviennent de moins de 100 km, de mettre la terre au bon endroit dans le bâtiment, d'accepter de rémunérer également au juste prix les filières locales pour les soutenir et soutenir leur développement, quoi. De pouvoir permettre la réplicabilité de ce type d'opération, l'innovation technique, le financement de tests, on l'a vu, la formation, et puis surtout ancrer de pratiques plus vertueuses. Voilà pour moi, mais j'espère que j'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Adrien. Non, non, parfait au niveau timing. Super. Merci pour cette très, très belle présentation. Alors, il y a déjà un certain nombre de questions. Peut-être Louise et Marina, je vous laisse voir si vous avez pu regrouper déjà par thème. Oui, alors on a un premier thème qui est sur les matériaux et la mise en œuvre. Donc la première question, c'est d'où provient la terre et est-ce qu'on peut connaître le prix de la pose le prix des briques, pardon, hors pose? Alors, d'où provient la terre? Je vous ai fait toute la petite fiche là, la carte d'identité. Le prix, il est environ, à l'époque, ça a augmenté, hein, mais le prix d'une brique, c'est environ 70 centimes. Alors, une deuxième question. Quelle est la composition des joints entre les briques? Ah oui, bonne question. C'est du mortier de terre crue, qui est pas très loin de la composition de la brique elle-même. La brique elle-même, elle est composée bien sûr d'argile, de limon, un petit peu de sable. Ils amendent un tout petit peu, mais elle est quand même déjà, il y a ce qu'il faut. Ils ajoutent un petit peu de fibre de bois pour empêcher la micro-fissuration des briques. Et le mortier entre, eh ben, il a, je crois, la même composition, quasiment, à la différence qu'il n'a pas de fibre de bois dedans, quoi. Donc, la brique n'est pas stabilisée. Ah non, non, non. Ouais, par contre, là, il n'y a aucune brique qui est stabilisée, ni mortier, ni brique, hein. Sinon, on n'aurait pas fait le chantier. Est-ce qu'il y a eu une attention particulière sur les jonctions béton et terre et vis-à-vis du retrait qui peut s'opérer après la pose? Et est-ce qu'il y a un risque de créer une faiblesse acoustique? Pareil, je peux remontrer peut-être. Hop. Ah, ça, c'est autre chose. Donc, comme je disais, la jonction, elle est traitée. Donc, on a effectivement, on n'a pas mis de joint silicone à l'extérieur. Enfin, ça, c'était très bien, même si certains acquéreurs, je pense, auraient bien aimé ne pas voir la fissuration entre les deux. Mais donc, les architectes, donc Pascal notamment, a tenu à ce qu'on garde ça, voilà, très brut, et c'est très bien, ça fonctionne très bien comme ça. Il faut juste assumer il y a une petite fissure. Et du coup, pour reprendre, disons, l'acoustique, mais là, je crois qu'on n'avait pas tellement de problèmes d'acoustique, c'était plus ces questions d'infiltration à l'air, mais manifestement, c'est passé. Et c'est beaucoup aussi l'isolant derrière et le pare-vapeur qui reprennent cette étanchéité. Mais là, c'était une bande de mousse précomprimée, on voit ici. Et puis la réservation dont je vous parlais dans le béton, dans lequel on a coulé, enfin on est venu mettre du mortier, quoi. Donc c'est ça qui fait la barrière physique à l'air et au son. C'était quoi l'objectif de l'étanchéité à l'air? Je crois que c'est des objectifs classiques. Tu te souviens, Pascal, ou... C'est l'objectif normal des logements. Je n'ai plus en tête le chiffre, mais en logement collectif, je vais dire une bêtise là, de tête, mais c'était la réglementation classique. L'objectif normal, en fait, d'étanchéité à l'air. Si vous le voulez, je vais le chercher. On va dire des bêtises. Il y a quelqu'un qui dit Q4 égale 1 en logement collectif. Ah voilà. Sachant que vous indiquiez que le projet était encore soumis à la RT 2012 et pas à la RE 2020.
Oui, c'est ça. On a une autre question sur comment cela se passe-t-il pour protéger la terre crue de la pollution de l'air? Il n'y a pas de protection. Il faut juste passer la pollution de l'air extérieur, j'imagine, ouais. Il faut juste passer un coup de brosse, de balayette de temps en temps, quoi. Mais il n'y a pas de ravalement de façade à prévoir, hein. C'est vrai que ça, c'était une question qui avait été posée. Enfin, quand bien même il y en aurait un, de toute façon, c'est au moins c'est l'avantage de ce bâtiment, c'est que toute la terre est accessible par l'extérieur. Donc ça, pour l'entretien, il n'y a pas besoin d'échafaudage ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est formidable. Et puis bah, c'est la terre crue, enfin, notamment la brique de terre, une fois qu'elle est protégée, elle peut durer des centaines d'années, hein, sans qu'on ait besoin de réintervenir dessus, hein. Donc, après, là, effectivement, on n'a pas parlé de la brique cuite qu'il y a, je vois sur l'image, effectivement, dans certains bas de mur. Peut-être que je vais anticiper une question, mais c'était quand les coursives n'étaient pas assez suffisamment débordantes. Par exemple, là, il y avait 60 centimètres sur les deux derniers niveaux. Du coup, là, c'était trop juste pour laisser la brique de terre nue. Donc, soit on aurait dû mettre un enduit chaud, ou alors, voilà, on a fait le choix, enfin, avec les architectes, c'était de relever le bas des murs en briques de terre cuite, qui résistent bien sûr beaucoup mieux aux intempéries, quoi. Et en parlant de l'eau, vous nous avez évoqué les soucis que vous avez eus pendant le chantier, notamment à la suite d'un week-end pluvieux en mai. Enfin, quelles précautions vous auriez pu prendre sur le chantier pour éviter ces soucis-là? Alors, il faudrait en fait étancher le bâtiment juste avant de faire les façades. Il aurait fallu décaler les lots de façon à ce que faire le béton. Mais ça changerait tout le planning du bâtiment. Dans le monde idéal, il aurait fallu faire le béton, faire l'étanchéité, les descentes de paix, etc. Et ensuite attaquer les façades. C'est ça c'est la prochaine fois, on va essayer de faire ça. Je pense que c'est pas impossible dans les plannings, mais il faut vraiment insister là-dessus. Parce que, en fait, un bâtiment en cours de construction, il n'est pas du tout étanche. Il y a de l'eau partout, ça passe dans les joints de dalle, les joints des poutres préfa, ça passe partout, partout, partout. Et ça, c'est très ennuyeux, en fait, avec les briques d'adobe. Ou alors prendre un matériau plus compact, genre du pisé. Le pisé résiste vachement mieux à ça, hein. Quand on a de la terre très comprimée, ça résiste bien à l'eau. Il prend un peu, mais il tient bon. La brique d'adobe, non, hein, elle part, elle retourne à son état naturel très vite, hein. Donc, je pense que dans le meilleur des mondes, la prochaine fois, on va essayer de faire ça. On étanche ou on fait un hangar ou une espèce de structure étanche. Enfin, en tout cas, à l'abri de la pluie, pas étanche, mais à l'abri de la pluie. Et après, on construit sous ce parapluie, quoi. Si on veut raisonner en grande masse, c'est ça qu'il faudrait faire. Merci. Peut-être je me permets une question. Vous avez bien précisé que là, on est sur des briques de terre extrudées. Est-ce que peut-être, Adrien, vous pouvez expliquer justement la différence par rapport à des briques de terre comprimées? La différence, eh ben, d'ailleurs, on parle plus de blocs de terre comprimés, d'ailleurs, c'est ça vraiment l'acronyme de BTC. La brique extrudée, ben, elle va avoir moins comme on l'indique, elle est compactée, mais pas autant qu'une brique, un bloc de terre comprimé. Parce qu'effectivement, il y a une pression qui est bien supérieure. Donc, on est, il me semble, je crois, 15%, non, c'est plus que ça, je crois que c'est même 30% moins de compression, moins de densité, quoi, que par rapport à un bloc. Ce qui fait aussi Merci. qu'elle est moins énergivore, hein, aussi. C'est une énergie grise moindre, quoi. Puis là, c'était un format brique qui était équivalent à une brique de terre cuite, ce qui nous a permis de la marier avec la brique cuite également, quoi. Merci. Alors, encore une question sur le thème des matériaux. La dernière, les murs de terre paraissent peu épais, donc avec un peu d'apport d'inertie, probablement. Est-ce que vous n'auriez pas pu les faire plus épais? Après, c'est une discussion avec le promoteur, hein. Faites des murs épais, vous perdez de la surface. Enfin, de la surface, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Là, déjà, ils sont plus épais que d'habitude, hein, ils font 22. C'est déjà une bataille, hein. Euh, donc, parce que tous les mètres carrés comptent. Et à l'échelle d'un bâtiment, ça va vite.
Ça va vite, hein. Mais après, il faudrait le comparer à le. Parce que là, au début des études, on raisonne avec les promoteurs uniquement en surface. Il faudrait raisonner au global du prix du bâtiment, mais c'est pas dans l'esprit de l'époque, hein. L'esprit de l'époque, c'est les promoteurs, ils construisent pour vendre, hein, pas pour construire, en fait. C'est important à comprendre. Et C'est pas la même démarche. Alors qu'en fait, vous avez raison. Si on faisait le double de murs en terre, on n'aurait même pas besoin d'isolation. On n'aurait besoin de rien. mais avec Faut- 22, vous êtes déjà sur des équivalences de voiles béton classiques, parfois sont peut-être même Oui, encore un peu inférieures. Vous avez parlé de la densité qui est peut-être moins forte. Le béton, parfois, voilà, à 2 tonnes du cube, voire un peu plus. Donc là, peut-être l'inertie, effectivement, est peut-être un peu moins bonne qu'un voile béton qui serait sur la même épaisseur. Oui, après, de toute manière, bon, l'inertie, là, elle est à l'extérieur. Donc, il y a un isolant à l'intérieur. Donc, l'inertie, on la récupère plutôt sur les cloisons intérieures. Ça aurait été mm. peut-être intéressant d'en avoir plus. Alors, après, c'est toujours une histoire d'économie, hein, bien sûr. Euh, Mais à une époque, on avait les voiles, enfin, on avait une version avec les voiles séparatifs des logements en terre. mais ouais, c'était pas passé pour une histoire d'acoustique, c'est ça? Oui, c'est l'acousticien qui a flippé, donc il a demandé pour s'assurer de façon un peu absurde, à mon avis, de redoubler en plâtre en plus. Donc, ça devenait absurde en économie, quoi. Il fallait se payer de la terre et en plus un doublage classique en plâtre. Donc, on marchait sur la tête. Donc, on a abandonné cette idée, mais je pense que ça aurait pu être une belle utilisation aussi, hein. Merci. On a un autre thème sur le confort thermique. Est-ce que l'épaisseur d'isolant qui est requise pour le mur en terre crue est la même qu'avec le mur en béton? Oui, c'est la même. Oui, oui, c'est la même. Pourquoi? Parce qu'on fait pas, on caractérise pas la terre aussi, hein. Ça, c'est le problème là-dessus. C'est-à-dire que nous, en études, on ne connaît pas la Terre. On ne peut pas l'imposer. Du coup, on part sur une Terre théorique. Voilà. Et donc, on imagine un isolant qui va avec. Et quand on arrive en chantier, on n'a pas le temps de recaractériser la Terre et de rechanger et d'optimiser les isolants. On pourrait imaginer d'optimiser tout ça, hein. Peut-être qu'on est enfin, on est sur-isolé, hein. Mais ça, c'est dans le processus français, c'est l'inconvénient, hein. Si on impose, on pourrait imaginer un maître d'ouvrage qui impose de construire avec un matériau qui est déjà caractérisé, qui permettrait de l'optimiser et disent vous construisez avec ça. Et on pourrait aller très loin dans l'optimisation. Là, on n'a pas le temps de le faire, là. Bon, après, la terre, enfin, c'est quand même un matériau qui est relativement conducteur, de par sa densité aussi. Donc, je ne sais pas si ça permettrait de faire tellement moins d'isolant, quoi. Enfin, peut-être enlever 1 centimètre, mais bon, c'est. Mhm. c'est- Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en pisé, par exemple, c'était assez étonnant. Enfin, bon, les tests qu'on a fait en pisé, c'était étonnant, quoi. Quand on a essayé de le faire brûler pour le feu, la paroi à l'extérieur était froide, quoi. Alors quand on avait fait le feu à l'intérieur, je pense qu'il y aurait quelque chose à percer là-dedans. Peut-être sans issue, mais peut-être quelque chose à étudier, quoi. Une autre question sur quelle est la compatibilité entre la terre crue qui, elle, est perspirante et le BA13 qui, lui, est étanche? Oui, alors c'est les ingénieurs qui font ça. Franchement, je fais ce qu'on me dit. Non, je sais pas vous répondre exactement. Ça m'a étonné aussi parce qu'à Makeba, il m'avait demandé du Fermacell. Et là, le plat ne pose plus de problème. Le bureau de contrôle, les ingénieurs, tout le monde est d'accord. Je ne sais pas vous répondre. Techniquement, je ne sais pas vous répondre. Je pense qu'on a une moindre perspirance, du coup, du fait qu'il n'y ait pas de fermacelle, hein, et puis, bon, bah, le métis, je pense il laisse relativement passer la vapeur d'eau, mais bon, là, je pense qu'effectivement. Je pense que, disons que c'est étanche à l'intérieur pour éviter que ça rentre dans le mur. Et même s'il y a de l'eau, l'idée, c'est surtout qu'elle puisse se réévacuer vers l'extérieur, quoi. Et ça, la terre le permet. Mais effectivement, il y a une contradiction, je suis d'accord avec vous. Et un peu lié à ça, il y a une question, le fait d'avoir une isolation par l'intérieur avec le placo-plâtre, est-ce que c'est pas contre-productif en termes de confort thermique intérieur
par rapport à une isolation extérieure qui va conserver l'inertie et réguler l'hygrothermie côté intérieur. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais c'est parce qu'il y a aussi une question politique de la Terre. À un moment, il y a besoin que ça se voit aussi. Sinon, ça n'existerait pas. Si on dit on fait un bâtiment avec toute la Terre à l'intérieur, à l'extérieur on voit rien, tout est normal, les politiques, ils lâchent l'affaire. Ça les intéresse pas. C'est le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, hein. Donc il faut qu'il y ait une dimension politique, que le Terre se voit. Et donc, à partir du moment où on parle de cette hypothèse-là, après, par rapport à l'inertie, à l'hygrothermie, on marche sur la tête, forcément. Puisque non, la Terre, il faudrait qu'elle soit à l'intérieur du volume chauffé, pas à l'extérieur du volume chauffé. En plus, elle est plus fragile que les autres matériaux, etc. C'est tout à fait. Mais je pense que tout le monde va retrouver ses esprits au bout d'un moment, et on fera les choses dans le bon ordre. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Oui, mais ce sujet est généralisé pour l'ensemble des matériaux biogéosourcés, hein. C'est Oui. souvent la même réflexion pour le bois, mais aussi également pour la pierre. Mm. Tout à fait, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, le biogéosourcé, on lui demande notamment on leur demande de se désagréger avec l'eau. Sauf que quand on le met en façade, on le met en contact avec l'eau, etc., et les éléments extérieurs qui sont très Mm. agressifs. Il faudrait faire presque l'inverse, se dire, bon, Mm. ok, je mets des éléments plus carbonés sur une fine pellicule à l'extérieur pour vraiment protéger Mm. des agressions extérieures, et puis d'avoir à l'intérieur plus de matériaux bio et géosourcés, là où ils ont vraiment Vraiment. leur place. Mais bon, Pascal le dit très bien, hein, il y a une espèce de paradoxe en ce moment, on voit que des projets sortir avec de la terre sur les façades qui ne bénéficient pas au confort intérieur, mais c'est le seul moyen presque de les financer aujourd'hui. Donc j'espère que Mm. c'est que temporaire et qu'on reviendra à plus de raisons, mais J'espère aussi, aujourd'hui hein. c'est assez impressionnant, hein. Mm. Je pense qu'il va plutôt militer sur le fait de mettre une pancarte en énorme, ce bâtiment est écologique, même si ça se voit pas, Mm. sur la façade, Oui, c'est vrai. et d'inviter à venir visiter, parce que c'est Mm. c'est assez fou, quoi. Alors, on a encore pas mal de questions. On peut prendre encore 5 minutes. On avait une question sur le fait que vous parliez tout à l'heure, du coup, que la Terre était sur les coursives et qu'il pouvait y avoir une amélioration de l'atmosphère des coursives grâce à la Terre. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience sur cela avec des retours d'expérience d'habitants qui vous ont fait des retours? Pas encore sur Bagneux, mais sur Macaba, oui. Oui, c'est impressionnant. Les murs au nord, à l'extérieur, on a l'impression d'avoir un brumisateur dehors, en pisé, hein. Par un temps de forte chaleur, c'est très impressionnant à vivre. C'est vrai que c'est un peu tôt. Par contre, à l'intérieur, on avait questionné les habitants. Enfin, il y avait France 2 qui avait fait un petit reportage, etc. Eux, ils avaient l'air ravis. Enfin, ça fonctionnait plutôt bien. Puis ils adoraient le mur en terre à l'intérieur. Et effectivement, après, on pourrait voir, mais c'est une chose qui peut se faire facilement, hein. On met sa main en hiver sur un mur en terre et on regarde à la caméra thermique. On met aussi une main sur le mur en béton à côté. On voit que c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le mur en béton, la trace, la chaleur de la main va rester pendant plusieurs minutes, là où la terre disparaît très très vite. Donc c'est la preuve finalement qu'elle réémet très peu la chaleur qu'elle a emmagasinée. Maintenant, nouveau thème sur les réglementations. Vous avez dit que le projet était soumis à la RT 2012. En quoi ce chantier aurait-il dû être adapté pour correspondre à la RE 2020? Ouh, alors, j'en ai aucune idée. Bon, je sais pas, il faudrait refaire l'étude maintenant en RE2020. Bon, désolé, je sais pas, je vais dire des bêtises. Entendu. Une autre question sur le coût de latex. Combien ça a pu coûter ou en tout cas avoir un ordre d'idée Alors, c'était un avis de chantier, hein, je crois que vous avez Ah, oui, précisé. Mais bah, si on prend en tout et pour tout, plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. Ok. On a une autre question sur est-ce que vous êtes allé voir l'effet des intempéries de avant-hier sur la façade? Non, on n'est pas allé voir. Mais Non, je ne suis j'espère pas allé non plus. Mais généralement, je suis prévenu. Quand il y a un problème, je suis prévenu tout de suite. Donc on peut supposer que tout s'est bien passé.
Puis on en a vécu déjà pas mal, hein, des intempéries, Oui. des tempêtes depuis la fin du chantier, là, donc ça nous a permis de voir un peu ce qui s'était passé. Euh, la seule chose, c'est effectivement, il y a un vrai truc où sur les débords, sur les casquettes, sur les zones très exposées, il faut quasiment avoir un rapport de 1 sur 1, quoi. C'est-à-dire d'imaginer que la pluie va tomber à 45 degrés sur votre mur, quoi. Donc, faut l'anticiper parce qu'effectivement, on a eu ça sur un trumeau qui n'a pas de masque environnant. C'est au dernier étage. Et du coup, c'est vrai que, à moins de faire une étude aérothermique, enfin aérodynamique, c'est compliqué de s'en rendre compte, quoi, parce que les effets de vent sont très complexes. Mais bon, globalement, sinon sur le reste, ça se passe très bien, hein. Enfin, j'ai pas vu de dégradation depuis plus d'1 an maintenant. Une question sur quel bureau de contrôle a suivi l'opération? Tu te souviens, Pascal, c'est Je Alpha vérifie. Control? Euh, Attends, je regarde avant de dire de bêtises. Je vais essayer. Excuse-moi. Peut-être Alpha prendre une autre Control. question. Alpha Control. Ah. Alpha Control. Et c'est vachement important, si vous lancez dans un truc en terre, c'est de choisir un bureau de contrôle qui connaisse la terre. Il y en a de plus en plus. Il faut aller les choisir comme ça. Il faut dire à votre maîtrise d'ouvrage, si vous êtes architecte, ou si vous êtes maître d'ouvrage, c'est d'aller choisir un bureau de contrôle qui connaisse la terre. Et comme il n'a pas peur de la terre, il ne va pas la bloquer. Enfin, la bloquer aux gens ou demander des choses qui seraient trop dispendieuses, hein. C'est très important. Très, très important. Il y en a de plus en plus, hein. Là, c'est pas une question, mais vous avez eu dans le chat plusieurs commentaires pour vous féliciter pour le projet et aussi pour l'engagement sur l'aspect social du chantier. Merci. Et puis, une dernière petite question de quelqu'un qui voulait que vous précisiez si c'était un programme de copropriété ou de location. Copropriété. Voilà. Nous, de notre côté, on a globalement fait le tour pour des questions. Merci beaucoup. Alors, une participante m'a dit que le chat est bloqué pour elle. Alors, je ne sais pas l'expliquer puisque pour moi, Je crois tout que est activé. c'était avant Nicolas. Ah oui, non, là, elle m'a envoyé un Pendant- texto en direct. Donc, bon, en tout cas, je vois qu'il y a des... Ah bon, ok, c'est bon. Super. Bon, et ben, il est midi. On va devoir clore. J'aurais eu moi-même plein de questions, mais on va respecter le timing. Merci beaucoup à tous les deux, hein, pour cette présentation et puis surtout ce projet. On espère que ça va donner beaucoup d'idées à d'autres acteurs. Et c'est vrai que l'objectif, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais de ce webinaire, c'était vraiment de montrer que c'est possible d'incorporer, de prescrire, de mettre en œuvre de la terre crue en logement collectif. C'est vrai que c'est une typologie de projet dans laquelle on voit encore assez peu de réalisations. Donc sur les 3 webinaires, on voulait illustrer les 3 techniques, le pisé, les enduits et aujourd'hui donc les briques de terre. Alors pas comprimées mais extrudées. Donc on peut voir que c'est vraiment possible, hein, malgré les freins perçus et encore réels, d'y arriver. Alors il y a encore, hein, on voit des aspects sur lesquels il faut progresser, la formation, faire baisser les coûts, les aspects réglementaires. Mais malgré ces freins qui existent encore, on voit que la filière est capable de s'organiser, de répondre sur des projets de très grande ampleur. Donc vraiment encore bravo pour y être parvenu. Donc, nous avons terminé ce 3e webinaire et le cycle de webinaires. Nous mettrons très rapidement en ligne les 3 replays sur les chaînes YouTube et des grands ateliers et d'Envirobat BDM. Encore merci à l'équipe des grands ateliers, merci à tous nos intervenants, intervenantes sur les 3 webinaires pour leur participation, leur partage. Et puis, au plaisir de recollaborer une prochaine fois avec les grands ateliers pour un autre cycle de webinaire. Avec plaisir. Merci.
Ouais, merci Louise et Marina, merci à toutes et tous les participants, et encore merci Adrien et Pascal. On vous souhaite une bonne Merci à vous. journée, on vous dit à très Très bonne bientôt. journée. Au revoir, à bientôt. Tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.